je dirais sans ambages qu'il y a incompatibilité entre l'article 2 et l'article 15 de la Constitution. Et votre question... Mais vous allez avec votre fonction que vous exercez comme vous voulez. Mais vous n'allez pas avec le siège qui lui a été conquis par un parti. Donc, le mandat n'est pas transférable. Oui, n'est pas transférable. On va transférer à qui? On vous accorde un mandat, vous l'exercez. Vous voulez transférer à qui? Vous n'avez pas vocation à le transférer puisque vous n'êtes même pas, vous n'êtes pas titulaire de ce mandat. Hein? Le souverain, c'est le peuple qui vous a confié le mandat. Vous ne pouvez pas le transférer. Salut. Pièce par pièce, le professeur Moïse Timtien, major de sa promotion en 2015, va déconstruire tous les arguments du professeur Abandangele, qui lui par contre est diplômé de l'Université française de Sorbonne, Paris, et qui est également agrégé des droits constitutionnels. Donc c'est un choc des géants qui s'annonce. Je vous invite à suivre jusqu'à la fin. Le professeur Maurice Kamto n'a pas plutôt favorisé sa publicité? Bon, au plan politique, je suis convaincu que le MRC en a tiré des dividendes. Parce que je crois que l'acte du préfet a eu pour conséquence de donner à la réunion, qui était une séance de travail, une envergure finalement nationale et même internationale, puisque nous avons vu les sorties du Foreign Office en Grande-Bretagne, du secrétaire d'État aux affaires. Je crois qu'il y a eu des personnalités étrangères qui ont condamné la séquestration du professeur Kamto à Douala. Donc, cela, on lui a donné une dimension extraordinaire. Alors que les autorités administratives oublient que leur rôle n'est pas de frustrer les citoyens dans la jouissance de leurs droits, c'est de les accompagner. Et donc, lorsque, peut-être, je ne sais pas, quand je lis aussi la loi, il est vrai que les réunions publiques doivent être déclarées. Alors, est-ce que le MRC avait déclaré ou pas? Est-ce que le MRC... une réunion publique, il s'agissait d'une réunion avec le cadre du parti. Là, à ce moment-là, c'est une séance de travail qui ne rentre donc pas dans la définition d'une réunion publique. Parce que par définition, une réunion publique est une réunion ouverte au public ou alors une réunion qui se tient dans un lieu public. Et d'après la loi, toutes ces réunions doivent être déclarées au moins 3 jours à l'avance. Mais si c'est une séance de travail où un chef de parti vient rencontrer ses lieutenants pour discuter des choses, on n'a pas besoin de le déclarer. Et donc, à ce moment-là, on ne parlera pas de réunion publique. Là, c'est une réunion privée. Donc, vous voyez, la cloison, c'est celle-là qu'il fallait faire. Est-ce que la réunion qui était convoquée était ouverte de manière indiscriminée à tous ceux qui pouvaient y prendre part? Ce serait une réunion publique soumise à déclaration. Mais si c'était une réunion confinée à des personnes spécialement attendues, s'inscrivant dans le cadre d'une activité normale du MRC, cela serait une réunion privée qui n'a nullement besoin de déclaration. Alors, professeur, vous savez que tout cela intervient dans un contexte marqué par un immense débat sur la question de la possibilité de la candidature du professeur Moïse Kamto avec le mouvement pour la renaissance du Cameroun. On ne va pas refaire le débat parce que bien évidemment vous êtes suffisamment exprimé sur la question, non seulement à travers vos différentes capsules sur les réseaux sociaux, mais également vos interventions dans certains médias, notamment sur Equinox ce soir. On ne va pas refaire le débat, mais peut-être permettre aux téléspectateurs d'avoir une idée précise sur un ou deux points importants qui reviennent, notamment au lendemain de ce débat télévisé où des éminents professeurs, n'est-ce pas, de droit constitutionnel ont pris la parole dans le sens justement de cette question. Il y a deux principales préoccupations qui taraudent les esprits après justement cette sortie de ces éminents juristes. Est-ce que vous êtes de ceux qui estiment qu'il y a effectivement une incompatibilité entre l'article 15 de la Constitution sur le mandat impératif et l'article 121 du Code électoral qui indique, on va dire, les conditions, n'est-ce pas, de présentation d'un candidat à une élection présidentielle au Cameroun? On m'amène à revenir sur une dernière capsule que j'ai publiée sur ma page d'éducation citoyenne, baptisée Le droit au 237. Vous me permettez de l'évoquer sur votre plateau. En fait, Monsieur Fangwa, en technique légistique, la légistique étant l'art d'élaborer les textes juridiques. Quand on doit élaborer un texte, on doit toujours intégrer ce que nous appelons en droit la hiérarchie des normes juridiques. Et même lorsque la loi ne l'a pas dit,
il faut savoir que toute loi, je dis bien toute loi, ce n'est pas une spécificité du code électoral, de la loi sur les élections. Toute loi reçoit le droit d'exister de la Constitution. C'est la Constitution qui permet à la loi d'exister. Ça veut dire, quelle que soit la technique que l'on a utilisée, par exemple pour le code électoral, vous n'allez pas voir tous les codes qui circulent là, vous n'allez pas voir au fronton vu la Constitution. Mais le fait de n'avoir pas dit vu la Constitution n'empêche pas de dire que le code électoral se réfère d'abord à la Constitution. Donc il y a ce qu'on appelle le visa implicite et le visa explicite. Le visa explicite, c'est celui où vous voyez au fronton de la loi vu la Constitution. Que le visa soit implicite ou explicite, l'obligation qu'a la loi de se conformer à la Constitution implique que chaque fois qu'une loi est prise, elle considère celui qui doit rédiger la loi doit avoir en esprit en permanence qu'il rédige la loi en tenant compte de ce que la Constitution a déjà dit. Et le principe de la hiérarchie des normes juridiques vous signifie que lorsque vous élaborez dans le code électoral, vous vous interdisez, je dis bien vous vous interdisez de dire autre chose que la Constitution a dit. Ça veut dire qu'une fois que la Constitution a déjà fixé un cadre, vous êtes obligé d'y rester. D'accord? Sans possibilité pour vous de dire autre chose. Or, l'article 121 du code électoral n'est pas contraire à la Constitution sur tous les plans. Parce que l'alinéa 1er ne pose pas de problème. C'est l'alinéa 2 qui parle de la représentation des partis. Par qui? Par les députés, par les sénateurs, par les conseils régionaux, par les conseils municipaux. Limitons-nous seulement au cadre du député, puisque vous avez parlé de l'article 15. L'article 15 vous dit le député représente l'ensemble de la nation. Ça veut dire que là, une position que le constituant a déjà prise. Il a défini le champ de représentation d'un député. D'accord? Parce que la loi tire sa source de la Constitution, la délégation que le législateur reçoit n'est pas un blanc-seing. Ça veut dire que ce n'est pas un papier en blanc qu'on lui a donné, à charge de le remplir comme il voudrait. Ce n'est pas parce que le législateur a dit vous allez organiser les élections que vous allez par exemple prévoir des dispositions où vous allez imposer par exemple aux gens de faire des sacrifices humains pour participer à une élection. Ce n'est pas possible. Vous comprenez? C'est dire que la loi a le pouvoir de régir les élections. Parce que justement, ce qu'on a entendu dans l'une de ces publications, c'est, citant notamment l'article 6, alinéa 6, c'est qu'il y a une sorte de pouvoir illimité du législateur. Non, c'est complètement faux. L'éminent aîné qui l'a dit, mais a eu, dans une sortie précédente, à justifier que la loi sur les entreprises et les secteurs publics, qui limite le mandat des directeurs généraux et des PCA, ne pouvait pas contrarier la Constitution. Donc, ça veut dire qu'en fonction des domaines, il y a des champs où la loi peut contrarier la Constitution et des lois où c'est un principe universel. Il n'y a aucune circonstance où une loi puisse contrarier la Constitution. Donc, je parlais du cas des députés. La Constitution a déjà clairement dit le député représente l'ensemble de la nation. Le législateur ne pouvait plus, sans violer la Constitution, dit par exemple qu'un député ne représente qu'un parti. Parce que, M. Fangwa, si on comprend, si on sait que la Constitution est la norme des normes à laquelle doivent se conformer toutes les autres normes inférieures, dont la loi électorale, cela veut dire que, M. Fangwa, le législateur a dit le député représente l'ensemble de la nation. Mais d'où vient-il que le législateur vienne choisir un parti que le député va représenter? Si vous êtes par exemple le député du Vouri, mais si vous représentez l'ensemble de la nation dans le Vouri, ça veut dire que vous représentez aussi Maurice Kamto aussi dans le Vouri, non? C'est pas ça? Si M. Kamto est député, est un citoyen camerounais, et que le député du Vouri représente l'ensemble de la nation camerounaise, cela veut dire qu'il représente aussi Kamto, non? Mais répondez! On dit le député représente l'ensemble de la nation. Il vous représente. Il vous représente. Il me représente. Et donc, si on devait, s'il me représente, si le député me représentant et qu'on doit chercher une affiliation par rapport au parti, et s'il me représente, ça veut dire que si je suis du SDF, ça veut dire qu'il, parce qu'il me représente aussi, il représente aussi mon parti. Oui, mais justement, la Constitution a exclu toute représentation partisane. La question à ce niveau-là, c'est le caractère transférable ou non du mandat. Mais ce n'est pas une question de transfert. Le législateur n'avait pas le droit de dire qu'un député peut représenter un parti. Puisque la Constitution a déjà défini son champ de représentation. Il représente l'ensemble de la nation.
Vous ne pouvez donc pas le confiner à un parti. Parce que s'il représente l'ensemble de la nation, et si chacun des citoyens est également militant d'un parti, mais ça veut dire qu'il représente également le parti de chacun des citoyens qu'il est censé représenter, vous comprenez? Donc c'est tiré par les cheveux. Cette disposition, en tout cas, cette disposition donc, oui, qui de vos points de vue paraît être anticonstitutionnelle, oui, est-ce que, là c'est une autre question, en rapport avec ce qu'on a entendu, oui, est-ce qu'un citoyen est en droit ou bien a la possibilité de ne pas exécuter ou bien de s'opposer à une loi qui soit anticonstitutionnelle, pour ne pas dire une loi qui soit illégitime? Bien, que ce soit en droit administratif, que ce soit en droit pénal, le droit le plus vigoureux, c'est le droit pénal. Et en droit pénal, vous avez, je crois, les articles 76 et 83 qui insistent bien sur l'exécution de la loi. Oui. On ne peut exécuter une loi que lorsqu'elle est légitime. Et l'article 83 dit aucun fonctionnaire ne peut s'exonérer lorsqu'il a exécuté une loi manifestement illégitime. Alors, si le fonctionnaire doit s'abstenir d'exécuter une loi manifestement illégitime, ça veut dire que c'est le citoyen a le droit de refuser de se plier à un acte manifeste. Et quand dit-on qu'une loi est manifestement illégitime? Par exemple, lorsqu'elle remet en cause des droits consacrés par la Constitution. Certes, on ne se rend pas justice soi-même. Je crois que je l'ai déjà dit tout à l'heure avec Jonathan. Donc, si vous êtes en face d'une autorité qui essaie de vous soumettre à une loi qui est manifestement illégitime, vous pouvez lui faire remarquer... Mais professeur, oui, qui apprécie justement cet état de fait. Justement, j'en venais. Oui. J'en venais. Ça veut dire que, puisqu'on ne se rend pas justice soi-même, oui, mais le principe demeure qu'on n'exécute pas un ordre qui est manifestement illégitime. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, j'ai exhorté, dans plusieurs de mes sorties, les ambassadeurs et les consuls à ne pas exécuter le communiqué du directeur général délégat, qui viole l'article 2, alinéa 3 de la Constitution, et l'article 45 du Code électoral. Est-ce que cela ne remet pas en question le principe que tout le monde connaît, oui, dura lex, sed lex? Non, écoutez, la loi peut être dure, c'est la loi, ou bien alors nul n'est censé ignorer la loi. Mais la loi, en fait, n'est contraignante qu'autant qu'elle est digne d'exister. Or, une loi qui viole la hiérarchie des normes juridiques, elle est réputée non écrite. Vous comprenez? C'est ça le droit. Donc ça veut dire que cette loi-là, quoi qu'ayant rempli les procédures passées par l'Assemblée nationale, le Sénat, promulguées par le chef de l'État, mais elle est censée ne pas exister dès lors qu'elle viole violemment la Constitution. Professeur, en résumé... Mais maintenant, donc si maintenant vous êtes confronté à un fonctionnaire qui vous soumet à une loi manifestement illégitime, vous lui faites l'observation, mais lorsque vous avez subi, c'est une source de responsabilité de l'État qui a même le droit d'exercer ce qu'on appelle une action récursoire contre le fonctionnaire. Parce que le fonctionnaire est tenu de s'abstenir, d'exécuter une loi qui est illégitime. C'est une source de responsabilité personnelle du fonctionnaire qui doit donc faire preuve de jugeote lorsqu'il est appelé à exécuter une loi qui ne s'insère pas dans le cadre de la hiérarchie des fonctionnaires. En résumé, Maurice Kamto est-il éligible ou non? Il est éligible, son éligibilité ne souffre de rien. Comme candidat indépendant. A lot has been said about this. Yes. Now let's have your perspective. With some elected officials who have crossed over into the CRM political party. Yes. Is the party now having the legal backing to present a candidate? Maybe Professor Maurice Kamto. That was one of the elements that I wanted to raise, to respond to Juliette. No, la candidature de Maurice Kamto ne peut pas être remise en cause parce qu'il a au moins 3 options. Et il y a 2 options qui, je pense, ne sont discutées par personne. Il peut opter pour la candidature indépendante, à condition de réunir les 300 signatures des autorités qui sont citées. Il peut être investi par un parti qui a des élus. La jurisprudence Cabral Libi, Akeremouna, Feu Franklin Enfant-Louis de 2018. Donc en se faisant investi par un parti ayant des élus depuis. Mais il peut aussi être investi par le MRC. Parce que, comme nous le disons, l'analyse juridique rigoureuse aboutit à dire que la lignée 2 de l'article 121 est anticonstitutionnelle. Et quand une loi est anticonstitutionnelle, elle est réputée non écrite. Donc ne subsiste à l'article 121 que la lignée 1er. Parce que vous êtes démontré, vous ne pouvez pas. Alors que la Constitution a déjà dit que le député représente l'ensemble de la nation, mais le confiner à la représentation d'un parti, ce n'est pas possible. Quel est le critère que vous mettez en place? Si vous ne retenez que son parti politique,
il bénéficie de l'interdiction de mandat impératif, qui lui permet de partir de parti en parti. Et donc, si on interroge la représentation comme le fait de siéger dans une assemblée pour défendre les intérêts d'un parti. Déjà en anglais, notez, hein, en anglais, l'article 15 dit « Any imposed mandate shall be null and void ». Ça veut dire que on ne peut pas imposer à quelqu'un un mandat pour lequel il n'a pas consenti. En anglais, c'est très explicite. « Any imposed mandate shall be null and void ». Donc, vous ne pouvez pas, alors que Nietzsche, par exemple, a été chassé du SDF, continuer à dire qu'il représente le SDF. Parce que c'est contraire, notamment à la version anglaise. Si vous dites qu'il continue à représenter le SDF, ça veut dire que vous revenez au mandat impératif, que pourtant la Constitution a rejeté. C'est le mandat impératif. Attendez, je termine. C'est le mandat impératif nul. Maintenant, le seul moyen pour sauver l'alinéa 2, c'est de restaurer à la représentation son sens ordinaire. Représenter, c'est siéger pour défendre les intérêts de quelqu'un. Cela suppose à la base le consentement, un rapport de confiance. Et aujourd'hui, si on veut demander si le MRC est représenté, il suffit de dire est-ce que le MRC a un militant qui siège en son nom dans un conseil municipal? La réponse est oui, avec le cas M. Tsapi, Lavoisier. M. Tsapi, les actes qu'il pose aujourd'hui, il le pose en tant que militant du MRC. Le MRC est présent. Toute autre définition de la représentation, c'est de la sorcellerie. Parce que même dans les dictionnaires de droit constitutionnel, la représentation n'est jamais définie comme le fait de prendre part à une élection. Oui, jamais. Professeur, justement, sur ce même sujet, récemment, votre collègue, le professeur Eric Mathias Owonan-Guigny, vous a convié à un duel télé. Oui. Pour quelle raison avez-vous décliné l'offre? Un débat télé, c'est pour enrichir l'auditoire. Alors, quand mon excellent collègue, que je respecte dans le domaine des sciences po, mais sur le terrain juridique, commence par me dire, en citant même une maxime latine, selon laquelle les dispositions spéciales peuvent déroger aux dispositions générales. Mais ça bloque le débat. C'est le cours de première année. C'est-à-dire c'est le chapitre premier. Lorsque j'ai défini ce qu'on appelle le droit objectif. Vous voulez dire qu'il n'a pas maîtrisé le chapitre premier? Non, bon, puisque le débat avec moi ne peut être utile qu'en droit. Or, vous voyez, cette première... Il a d'ailleurs dit, il vous explique qu'un droit fondamental peut être remis en cause par un avis doctrinal. L'article 26 de notre Constitution dit qu'il ne peut avoir de restriction à un droit fondamental qu'en vertu d'une loi. Ouais, deux déclarations comme ça me paralysent toute possibilité d'échanger avec lui. Par contre, je me sens à l'aise à discuter avec des juristes. Mathias Owonan-Guigny n'est pas juriste, il est politologue. Vous comprenez? Dans le domaine des sciences po, je respecterai son autorité. Mais pour ce qui est d'un débat juridique, je ne peux discuter qu'avec un juriste. Et c'est pourquoi je suis tout à fait à l'aise d'échanger avec mon estimé collègue Luison Essomba, par exemple, ou bien toute autre personne. J'étais même à l'aise de discuter avec moi plutôt que... En tout cas, il m'a bloqué, quoi. So let's come back to Professor Maurice Kamto and his candidacy. Now, when you listen to people say that the Minister of Territorial Administration has published a list of parties that have the legal backing to present candidates, and the list has been closed, and the CRM is not on that list, what's your reaction? Non, pour réagir, je vous prends seulement le cas des sénateurs. Prenez les décrets par lesquels le chef de l'État a nommé les sénateurs. Est-ce que dans ce décret, vous avez les affiliations politiques des sénateurs? Sur quelle base est-ce que vous avez dit que tel sénateur est du RDPC ou bien de l'UNDP? Il n'y en a pas. Donc vraiment, c'est du forçage. Ok? Le Cameroun a opté pour le mandat impératif nul. Ça veut dire que si on doit tenir compte de l'affiliation politique d'un élu, c'est le parti auquel il appartient le jour où son affiliation doit être convoquée. Ça veut dire que jusqu'à ce qu'on convoque là, il y a des militants, il y a des élus qui peuvent changer le parti. Et si parmi eux, il y a ceux qui rejoignent le MRC, ils renforcent davantage la possibilité du MRC de présenter un candidat. Si du moins l'analyse juridique rigoureuse qui élimine cette alinéa 2 ne tient pas. Parce que le MRC serait représenté dans ce cas. Vous comprenez? Parce qu'être représenté, c'est siéger. Et je dis en anglais, any imposed mandate is null and void. So you cannot represent someone with whom you don't have a confidence relationship. Okay? So is there any legal backing to the publication of the list of parties? Non. Is there any legal backing to that? C'est pas le MINAT qui détermine qui est représenté. Ok? Et puis je dis, cette annonce n'a pas de base pour ce qui concerne par exemple les sénateurs. Quand on prend le cas de l'UPC, qu'on met l'UPC à l'intérieur, l'acte qui a nommé Bapoli-Pot a précisé qu'il est de quel parti. Ça veut dire que si on considère l'UPC comme représenté, ça veut dire que le critère par lequel on peut considérer un parti comme représenté au Sénat, c'est l'affiliation politique des membres qui y siègent. Et aujourd'hui donc, il y a des militants du MRC qui siègent dans les conseils municipaux.
Right. So I listened to one of your recent interviews. Duval, let's conclude on this. I listened to one of your recent interviews, and you said that, or you expressed a lot of anger with the simple fact that political parties are obliged to have elected officials within their ranks to be able to have the legal backing to present the candidate. You express a lot of non, ça c'est with that. Oui, non, ça c'est un commentaire. Je crois que vous parlez de mon apparition à Balafon, à Balafon TV, excusez-moi. Alors, l'émission a été terminée. Et puis nous disions dans les commentaires, ma position de principe, c'est que la lignée 2 est anticonstitutionnelle et donc est réputée non écrite. Maintenant, si on veut sauver la lignée 2, on doit oublier le droit pour aller vers la politique. Et quand on parle de politique, ça veut dire un compromis. On laisse un peu, comme l'amnistie. Quand on veut amnistier les gens, c'est-à-dire on laisse la rigueur du code pénal de côté et on essaie de trouver. Donc si on veut donner un peu de signification à la lignée 2, c'est de donner à la représentation son sens ordinaire. Et être représenté, c'est figurer dans une assemblée pour défendre les intérêts de quelqu'un. Et sous cet angle, le MRC est représenté. Alors, pour sortir de l'émission, professeur, la préoccupation du mouvement pour la renaissance du Cameroun sur la publication de la liste électorale nationale n'est pas totalement vidée. Oui. Est-ce que la convocation du corps électoral aura-t-elle une incidence sur la procédure en cours? Bon. Cela va se poursuivre ou bien cela prendra fin? Oui, oui. Bon, en réalité, je peux comprendre. Je peux comprendre sans justifier les gamins. Parce que pour n'avoir pas respecté l'échéance du 30 décembre 2024, ELEC a ouvert les inscriptions sur les listes électorales entre-temps. Donc la liste qui serait publiée, à moins de la limiter au 30 décembre 2024, pourrait ne pas correspondre à la réalité des chiffres actuels. Mais avec la convocation du corps électoral, ELEC a l'obligation d'intégrer les nouveaux inscrits. Ok? Donc, il y a violation de la loi, certes, mais je comprends peut-être qu'aujourd'hui, ayant reçu de nouveaux inscrits, l'ECAM ne sait plus si elle doit publier la liste au 30 décembre ou bien au 15 juin, sans le justifier. Mais avec la convocation du corps électoral, l'ECAM doit le faire. On ne peut pas. Mais le corps électoral, c'est ça, c'est cette liste-là. C'est cette liste-là qui est le corps électoral. On ne peut pas aller aux élections sans le corps électoral. Donc la convocation du corps électoral va obliger l'ECAM à révéler cette liste électorale nationale. Alors professeur, on va vous remercier d'être venu sur ce plateau, mais je m'en voudrais vous laisser partir sans vous poser cette question. Est-ce que vous restez enseignant à l'université de Tchang? Est-ce que, au regard de vos positions, vous n'avez pas peur des représailles? Oh, mais je suis enseignant à l'université de Tchang permanent. Ok? Et puis, il n'y a pas de crime à exercer les droits que vous accordent les textes de votre pays. La Constitution est pour tous les Camerounais. Si la Constitution m'accorde la liberté d'expression, la liberté de penser, la liberté d'opinion, pourquoi devrais-je avoir peur? Le chef de l'État lui-même a dit qu'on n'a pas besoin de prendre le maquis pour exprimer ses positions. Et dans tous les cas, expliquer le droit tel que je le dis là, je fais offense à qui? Éclairer la lanterne des Camerounais, prendre des positions, c'est tout à fait constitutionnel et je n'ai pas besoin d'avoir peur. Dites-nous la vérité en face. Oui. Est-ce que vous êtes militant politique? Oui, bien sûr, j'ai un parti politique. Lequel? Je ne vous le dis pas aujourd'hui. C'est la vérité en face. Bon, il y a des vérités qu'on ne dit pas en public. Mais je suis militant d'un parti. Beaucoup disent que vous êtes de merci. Est-ce que vous pouvez donner quelques indices, quelques indicateurs? Bon, si vous voulez, donc je vous le dis, je suis militant du MRC. Même mes positions scientifiques ne sont pas influencées par celles-là. C'est des positions rigoureuses. Je m'expose en tant qu'université à la communauté scientifique mondiale, en soutenant les positions que j'ai. Et je crois que les collègues, par exemple, qui estiment qu'un enseignant ne doit pas parler sur les réseaux sociaux, n'ont plus d'ambition internationale. Ok? Moi, je continue de rayonner à l'international, et dans les positions que je tiens, je suis capable de les assumer. Aucun enseignant sérieux ne peut dire qu'une loi peut contrarier la Constitution. C'est contre ça que je m'érige dans tout ce débat. C'est impossible. Why the hesitation, Prof? Why did you hesitate to say that you are a militant of the CRM? Bon, parce que du coup, les gens vont estimer que peut-être ce n'est que ça qui me domine, mais je m'appuie sur des principes juridiques. Quand je cite l'article 26 comme étant le seul cadre par lequel on peut restreindre un droit fondamental, c'est pas le MRC qui me détermine par rapport à ça. C'est la loi. Je cite les termes de la Constitution, des lois. Ok? Donc, ils sont implacables. Je ne donne pas un avis aérien. Je m'appuie sur les textes de notre pays. Merci, professeur Moïse Timtuan, d'avoir accepté de venir échanger avec nous dans le cadre de cette émission de La Vérité en Face. Merci beaucoup. C'était un plaisir d'échanger, même si on n'a pas vu le temps passer.
parce qu'il y a beaucoup de thématiques sur lesquelles on aurait pu débattre. Bon, mais le plus important, c'était d'aller à l'essentiel, et je pense que nos auditeurs auront pigé quelque chose. On aura l'occasion certainement d'évoquer ces sujets dans une prochaine émission. Voilà. Merci également à vous, Julien Berthe-Bissaï, d'avoir été avec nous. Merci Babila Jonathan. Merci à toutes les équipes techniques. Merci à vous, madame, monsieur, d'avoir regardé cette autre livraison de La Vérité en face. Bon dimanche à tous et à très bientôt. Au revoir.